Bienvenue, nous sommes en direct du plateau TV du salon Immotissimo à Lille pour cette édition 2019, 24e édition. Et nous allons parler de la conjoncture dans l'immobilier dans les Hauts-de-France. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Philippe Depasse. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes promoteur immobilier, mais vous êtes aussi président de la FPI. La FPI, c'est quoi ? La FPI regroupe l'ensemble des promoteurs immobiliers donc de la région. On est 35 adhérents dans cette chambre Hauts-de-France et donc on réunit les plus grands comme les plus petits. Donc il y a toute taille de promoteurs qui sont adhérents donc, à cette chambre. F pour fédération. Fédération des promoteurs immobiliers. Et à côté de vous, donc vous connaissez très bien, c'est Jean-Michel Sed. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes le président du CECIM. Vous êtes également promoteur immobilier, donc le DG de Loger Habitat. Et vous êtes aussi le président du CECIM. Le CECIM, c'est quoi ? Alors c'est le centre d'études et de conjoncture de l'immobilier, donc qui regroupe l'ensemble des promoteurs de la FPI, plus quelques promoteurs de l'Union régionale HLM qui font de l'accession à la propriété. Et donc le CECIM, qui est une association qui existe à Lyon depuis les années 70, a été créé dans le Nord il y a une dizaine d'années à l'initiative de la Fédération des promoteurs immobiliers. C'est ça, il y a des CECIM dans chaque région. Voilà, dans plusieurs régions de France. Et qu'est-ce que vous faites précisément ? Vous étudiez Alors le principe, c'est effectivement de mesurer le volume d'activité des promoteurs sur un principe simple de déclaration. Chaque promoteur, dès lors qu'il fait une réservation ou dès lors qu'il lance en commercialisation une opération, nous donne les coordonnées de ce programme, on le rentre lot par lot, donc ce qui nous permet d'avoir une analyse très fine du marché sur ce qui se vend dans le détail, en typologie de logement, surface et prix, enfin voilà, et sur l'ensemble du périmètre géographique des Hauts-de-France, avec effectivement une finesse un peu supérieure sur ce qu'on appelle le SCOT de Lille, le grand aglo de Lille, puisque ça représente l'essentiel de l'activité des promoteurs. 80% de l'activité des promoteurs se fait sur ce périmètre du Grand Lille. Et quelle est votre fonction en tant que président ? Quel est votre rôle pour la FPI ? C'est d'être un peu finalement le relais de toute une profession par rapport à la fois les collectivités locales, parce que notre métier consiste à bâtir la ville. Donc on ne bâtit pas la ville d'abord sans autorisation administrative, sans permis de construire. Ouais. Et donc vous doutez bien que dans ce cadre-là, on est amené à rencontrer les élus et donc de leur faire part finalement des difficultés que l'on a, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Donc ça c'est côté finalement des élus. Et puis on a évidemment, je veux dire, les problèmes du moment avec les acquéreurs, qu'ils soient propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs. Alors le grand public n'a pas forcément cette même notion des choses, vous en tant que professionnel, de cette conjoncture de l'immobilier dans les Hauts-de-France. Pour quelle raison est-ce qu'on parle de conjoncture ? Oui, peut-être aller Jean-Michel, vas-y. La conjoncture, nous en tant que professionnels, on est très sensibles et on regarde de près quels sont les comportements des acquéreurs et quels sont les facteurs qui vont influencer ce comportement. Ça peut être des facteurs fiscaux, ça peut être des facteurs économiques. Et donc nous, forcément, notre activité dépend uniquement d'ailleurs du comportement de nos acquéreurs. Donc la conjoncture, c'est effectivement de regarder au fil du temps et le plus près possible par rapport, en termes de délai, par rapport à la réalité de ce qui se passe sur le marché, pour pouvoir nous aussi ajuster en tant que promoteur nos politiques et nos investissements, entre guillemets, nos opérations, pour que ça colle au plus proche de la conjoncture du territoire. Et quel est le bilan finalement des Hauts-de-France ? Alors sur les Hauts-de-France, l'activité, alors parlons de 2018 rapidement, qui a été légèrement inférieure à 2017, mais qui reste sur l'acquéreur au particulier finalement assez stable, avec quand même une petite évolution, avec une baisse un petit peu de l'investisseur, enfin on pourra revenir sur les différentes raisons, et un relais qui a été pris par ce qu'on appelle l'acquéreur occupant, c'est-à-dire celui qui achète pour habiter son propre logement. Mais donc le volume global de la vente au particulier se maintient. Et si on parle rapidement du début de 2019, les chiffres sont plutôt bons sur janvier et février, puisqu'on est supérieur à l'an dernier. Bon, alors c'est toujours difficile, il faut faire attention quand on compare d'une année sur l'autre, parce que le janvier de l'an dernier était plutôt faible.
Donc on compare aussi à ce qui se passait en 2016 et 2017. Et finalement, on est sur la même tendance à peu près que 2016 et 2017 sur le début de l'année 2019. Et donc, vous parliez d'investissement qui était en baisse. Est-ce que c'est dû à cette loi Pinel où on ne savait pas trop ce qu'elle allait devenir? Est-ce que c'est le prélèvement à la source qui a un petit peu fait peur? Est-ce que tous ces éléments, ça a fait un petit peu peur aux investisseurs dans l'immobilier? Oui, je pense que, bien évidemment, tous les ans, les investisseurs se disent mais finalement, il y a une loi de finances et dans la loi de finances en fin d'année, il y a toujours un peu d'inquiétude. Et c'est vrai que se doubler de cette inquiétude annuelle, l'inquiétude conjoncturelle du prélèvement à la source. Et c'est vrai que pendant presque 6 mois, les gens se sont dit, bah tiens, finalement, je ne payais pas d'impôts grâce au dispositif Pinel, et puis là, d'un seul coup, on va me demander de payer, ou en tout cas, je vais être remboursé en septembre, mais entre janvier et septembre, je vais devoir payer de l'impôt. Alors le gouvernement a compris cette inquiétude, oui, et donc a fait pour un certain nombre de défiscalisation. Donc il y a bien évidemment l'investissement locatif, mais il y a aussi ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est aide ménagère, garde d'enfants, etc. Donc une avance, un acompte de 60% du montant de la défiscalisation par rapport à celle qui avait été touchée l'année d'avant. Donc une fois que cette réassurance a été donnée par le gouvernement, je pense que ça s'est senti dans les ventes, et c'est vrai que à partir du deuxième semestre, les ventes sont reparties. Et aujourd'hui, ce que disait Jean-Michel, janvier et février se présentent bien. Donc on est assez optimiste pour les chiffres de 2019. Alors oui, c'est vrai que les promoteurs immobiliers, c'est souvent les lois, finalement, vous êtes obligés de construire en fonction des nouvelles lois. Il y a la loi Elan qui est arrivée aussi, une loi qu'on a jugée un petit peu fourre-tout, qui a mis en difficulté un petit peu les architectes, et puis les promoteurs, ça peut peut-être poser des problèmes aussi pour vous, la loi Elan? Pour l'instant, la loi Elan, il y a encore très peu de décrets d'application qui sont sortis, et ça va s'étaler sur presque 2 ans. Hein, et effectivement, c'est une loi très complexe qui touche vraiment au sens large tous les métiers de la promotion et de la construction. Nous, il y a un sujet que Philippe pourra développer qui nous est sensible, c'est tout ce qui est lié au recours sur les permis de construire, puisque, comme vous le disiez, il faut aussi qu'on trouve des nouvelles opportunités de construire. Et pour ce sujet-là, effectivement, la loi Elan a un peu mieux cadré les procédures, les capacités d'introduire des recours sur les opérations, avec un objectif aussi pour les tribunaux de pouvoir traiter aussi les recours dans un délai plus court. Parce que c'est souvent ce qui nous pénalise, c'est que nous, forcément, on a un rythme pour produire une opération, on investit, on veut un retour sur investissement. Et le problème, c'est qu'au tribunal administratif, ça pouvait prendre 2, 3, 4 ans. Et c'est là où pouvaient s'introduire des propositions de transaction de la part de gens qui font des recours en disant écoutez, moi je vous lève le recours si vous me donnez une somme d'argent, parce que le promoteur, forcément, il met en face un coût immédiat par rapport à une non-rentrée d'argent parce qu'il ne fait pas l'opération. Oui, c'est vrai, ça fait un peu peur aux particuliers qui habitent aux alentours des constructions. De quelle manière est-ce que vous abordez la chose avec eux? Vous allez les convaincre que ça va embellir la ville? Je vais compléter tout d'abord le propos de Jean-Michel sur les recours. Donc aujourd'hui, la loi Elan a encadré le juge dans un délai de 10 mois pour effectivement rendre son avis, et a redéfini aussi clairement qui avait intérêt à agir. Parce que bien évidemment, quelqu'un qui habite à 200 ou 300 mètres, on peut se douter qu'il n'a pas forcément des intentions totalement honnêtes pour venir, on va dire, faire un recours sur un permis. Donc la loi Elan a recadré tout ça, et je pense que ça paraît légitime. Bien évidemment, on ne conteste pas pour un riverain de faire un recours dès lors qu'il estime que le projet va totalement perturber son cadre de vie. Maintenant, par rapport à votre question, je crois qu'aussi il faut expliquer aux gens que la ville, elle évolue, qu'eux-mêmes, la plupart du temps, sont venus construire dans la ville. Donc quelque part, ce droit qu'ils ont eu ou qu'ils ont obtenu en rachetant une maison existante, il y a bien quelqu'un qui un jour a commencé à construire. Donc il faut aussi se dire que et expliquer, faire de la pédagogie, et on compte sur la presse pour faire ça, que l'environnement, bien évidemment, il n'est pas immuable, que les villes
se font progressivement et que les villes se sont toutes densifiées et qu'une ville qui ne se densifie plus se meurt tout doucement. Donc et je veux dire, c'est pour ça que je parle de pédagogie, parce que une ville qui ne se développe plus, eh bien après meurt progressivement, c'est-à-dire que les commerces disparaissent, les services disparaissent, et c'est les mêmes gens qui ne veulent pas voir arriver dans leur ville de nouveaux habitants, qui ensuite vont voir le maire pour dire « Monsieur le maire, mais comment se fait-il que le commerce a fermé? Comment se fait-il que finalement le médecin qui a arrêté son activité, son cabinet, personne ne l'a repris ?» Voilà, c'est là où il faut effectivement on a perdu en une vingtaine d'années une personne par ménage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ménage, c'est une personne de moins qu'il y a 20 ans, ce qui veut dire que si un maire ne construit pas de nouvelles habitations, la ville perd en population, ça veut dire qu'il y a des classes qui sont fermées, des commerces qui se ferment. Donc, il faut effectivement densifier la ville. Alors, le grand public n'a pas conscience de cela et peut même accuser, quand justement il y a des maires qui justement font de la construction, sont accusés d'être des maires bétonneurs. Oui. Ah oui, non mais et ça, il faut reconnaître les Français et nous sommes Français. Hein, je veux dire, on va pas se dire plus beau qu'on est. Mais le Français, en gros, il est pour la densification, à condition que ça ne soit pas dans sa rue. Implicitement. Implicitement, voilà. C'est de dire, ah oui, moi, construire des logements dans ma ville, j'en comprends tout à fait la nécessité, dès lors que on dire, c'est pas dans mon jardin. Et là, c'est là où, effectivement, il faut dire aux Français, il faut être cohérent, quoi. C'est-à-dire que cohérent en disant, si vous voulez du logement, ça peut être dans votre rue, et vous-même, quand vous êtes arrivé dans cette ville, vous avez bénéficié d'un droit qui a fait qu'avant c'était des champs et vous êtes aussi venu à un moment donné perturber l'environnement de ceux qui étaient là avant vous. Donc là il y a de la pédagogie à faire. Nous-mêmes on doit aussi, et c'est ce que vous disiez, faire des projets qui soient qualitatifs, qui s'intègrent bien, qui respectent l'architecture, où il y a une forme de politesse par rapport à l'environnement, on en a parfaitement conscience, mais aussi il faut que chacun finalement comprenne la ville et que chacun admette un peu que je veux dire les queues d'automobiles qu'on voit chaque matin sur la 1, la 25, la 27, il y a forcément des gens qui souhaitent ne plus faire 1 heure de queue le matin et qui souhaitent finalement rapprocher leur domicile de leur lieu de travail et qui souhaitent finalement habiter dans cette métropole. Oui, effectivement, tout ça, c'est de la négociation. Pour revenir au sujet de la conjoncture, est-ce que c'est le moment d'acheter dans les Hauts-de-France? Oui, enfin, je ne vais pas vous répondre le contraire. C'est toujours le moment d'acheter. Oui. En tant que promoteur immobilier, là, vous me répondez ça. On va vous dire pourquoi. Pour deux raisons. Deux raisons, et là, je pense que celles-là, elles sont mathématiques, et Jean-Michel aurait peut-être pu répondre mieux que moi à ça. D'abord parce que les dispositifs fiscaux, ce que vous évoquiez, ils existent depuis une trentaine d'années. Et on s'est aperçu, avec le recul, que le gouvernement, finalement, quand un dispositif est plutôt bien conçu, derrière, il y a un dispositif un petit peu moins intéressant. Et le dispositif Pinel, aujourd'hui, il est particulièrement intéressant parce qu'il offre finalement une réduction d'impôt importante, il offre la possibilité de sortir au bout de 6 ans, donc il offre de la souplesse. Donc, finalement, ce qu'on regarde finalement sur les 30 dernières années, les bons et les moins bons dispositifs, celui-là, il est plutôt parmi les meilleurs. Donc, première bonne raison. Et puis, deuxième chose, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Alors que vous soyez là, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, c'est-à-dire pour louer votre logement, on nous annonce depuis maintenant 2 ans une reprise de l'inflation, une remontée des taux qui n'arrive pas. Donc, et récemment, là, sur les 15 derniers jours, les banquiers ont rebaissé de nouveau leurs taux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes jeune, en bonne santé, ayant un travail stable, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir un taux entre 1 et 1,5%, ce qui est vraiment très faible, là encore. Donc, cette double conjonction d'un dispositif de défiscalisation et de taux d'intérêt particulièrement bas, c'est effectivement la conclusion, c'est le moment d'acheter. C'est d'autant plus vrai que, faut pas oublier que l'investissement locatif, c'est aussi quelque part un placement long terme, longue durée. L'essentiel des investisseurs, c'est souvent pour avoir un complément de revenu au moment de la retraite.
Et ce que permet l'investissement locatif, aidé effectivement par la défiscalisation, c'est d'utiliser l'effet de levier de l'emprunt pour faire quelque part un peu d'épargne forcée, se constituer un patrimoine qui permettra à la fin de sa vie de salarié d'avoir un complément de revenus. Et dans le débat actuel, qui va à mon avis toujours se compliquer sur les retraites et le financement des retraites, c'est quand même la capacité de pouvoir se constituer quelque part un peu sa propre retraite complémentaire. Ce n'est pas qu'un effet de mode, la loi Pinel, qui est prolongée jusqu'au 31 décembre 2019. Est-ce qu'on en sait 21. 2021, ça y est, c'est acté. Maintenant, ça va jusqu'en 2021. De toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, ces programmes-là, investissement locatif, s'appellent Pinel aujourd'hui, mais se sont appelés autrement Robien, etc. Et puis ça, oui, ça se Robien, Borloo, Méniori à l'époque, c'est lié. Ce qui est vrai dans ce que vous dites, parce que on nous a promis un dispositif Pinel jusqu'au 31 décembre 2021. Et c'est là où je rebondis, c'est-à-dire que dans ce que vous dites, ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que on est toujours sous le coup d'une épée de Damoclès chaque année au moment de la loi des finances. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire la loi Pinel continue, mais on change le taux, on change telle et telle disposition. Donc en même temps, on a raison de dire 31 décembre 2021, parce que c'est ce que le gouvernement nous a dit, c'est de dire on vous donne une visibilité sur plusieurs années, mais vous avez raison de dire 31 décembre 2019, parce que finalement, ce que l'on connaît aujourd'hui du dispositif Pinel, chaque année, au moment de la loi de finances, peut être amendé, remis un peu en question. Au goût du jour. Bon, merci beaucoup, messieurs, d'être venus pour nous parler de la conjoncture de l'immobilier dans les Hauts-de-France. J'espère que vous avez vu un petit peu plus clair dans ce qu'on vous propose aujourd'hui. En tous les cas, bienvenue pour cette nouvelle édition du salon Immotissimo. Je vous souhaite un bon salon, messieurs. Merci infiniment. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Dans un instant, nous allons parler avec Sébastien Caron, qui est directeur administratif et financier. Pourquoi passer par un conseiller en gestion de patrimoine pour réaliser un investissement immobilier? C'est dans un instant. À tout de suite.